Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Tips. Bonjour Tips. Bonjour Malika. Alors, tu es auteur, tu es compositeur, tu es interprète, tu es chanteur. Tu t'es imposé ces dernières années comme l'un des jeunes, et oui jeunes même si tu as 30 ans. Ouais, on en parlait, j'ai que 30 ans. Voilà, c'est bien. Grâce au tube Nation et Tout au bout du monde. Et il y a quelques semaines, tu as dévoilé au public ton dernier titre, c'était Sale gosse. Ouais. Qui figurera sur ton prochain EP. Exactement. Qui sortira, je pense, avant cet été, en juillet. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus d'ailleurs? Cet EP, bah, écoute, c'est ma période. C'est un EP qui parle de ma petite période un peu sale gosse, de mes 20 à mes 30 ans, justement. Donc, la dernière décennie. La dernière décennie, faite de plein de vies, de plein de rencontres et de plein d'opulence, on va dire. Et voilà, et tout ça réuni dans un EP. Et voilà, je suis très fier de cet EP, je suis très content. Et ça annonce aussi un album qui viendra fin d'année. Et ça va être différent des deux tubes que j'ai précédemment cités? Un petit peu différent. Je suis parti dans un truc assez... Je suis revenu à une base, en fait. Je suis revenu à la musique rock que j'aime bien. Je suis revenu au texte assez brut. Ça va parler de moi, donc... C'est moins pop que les précédents? Il y aura toujours de la musique pop. Moi, je suis très pop, mais ça sera un peu moins solaire. Ce sera plus rock, quoi, plus brut. Un peu plus sombre. Un petit peu plus sombre, sale gosse, salé. Un peu sale gosse, mais sale gosse, c'est pas tant sombre. Sale gosse, c'est quand même rigolo. C'est des textes assez rigolos, mais mais ça parle de vécu, ça parle... Oui, il y a forcément une part d'ombre, mais ça parle d'un mec de 30 ans, tu vois. Est-ce que tu as d'autres projets dans les prochains mois? Non, écoute, à part, comme je t'expliquais avant l'émission, déballer mes cartons pour bien m'installer. Tu as déménagé, tu as quitté Paris pour aller vivre à Beaune, en Exactement, en Bourgogne, la Bourgogne libre. Et ouais, non, à part faire ça, à part faire mes cartons, non, j'ai pas trop de projets, finir mon album, être heureux, et puis voilà. Hein. C'est un sacré projet, être heureux. Ouais, c'est long, ça demande beaucoup de temps. Est-ce que on va faire un petit flashback, on va retourner dans ton enfance. Donc déjà, tu as grandi où? Alors j'ai grandi moi dans le Périgord. Je suis né à Bergerac, en Dordogne, et j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Le Bug. Voilà. Je ne connais pas. C'est très sympa. Tu vois, c'est un petit peu le pays. J'ai grandi dans le Périgord noir. Donc le Périgord est divisé en 4 parties: le pourpre, le blanc, le vert et le noir. J'ignorais aussi. Voilà, et je suis né dans le Périgord noir. Le noir symbolique de la truffe, parce qu'on trouve beaucoup de truffes chez moi, donc je suis né là-bas. T'as bien mangé dès ton enfance? Mais j'ai bien mangé direct. Moi, j'étais un bébé, je faisais 11 kilos à la naissance. Mais non. C'est impossible. Ton enfance là-bas, c'était comment? Écoute, c'était une enfance... déjà, j'étais à la campagne, vraiment. C'est à la campagne assez profonde, hein, finalement. Et c'était le foot les mercredis, c'était les balades en vélo, c'était... les cabanes, la forêt, j'habitais vraiment... C'était vraiment très, très nature. Il n'y avait pas une once de... Moi, j'ai découvert vraiment la ville à 18 ans, quoi, quand je suis parti à Paris. Mais avant, c'était vraiment... la campagne. J'habitais vraiment un petit hameau en plein milieu de la forêt, quoi. Est-ce que t'as des frères, des sœurs? Ouais, j'ai 2 petits frères. Ok, donc t'étais l'aîné, 3 garçons. Ouais. Comment ça se passait entre vous? Entre nous, on a été... Écoute, on se fritait pas mal quand on était plus jeune. Surtout celui du milieu avec moi, on se fritait pas mal. On pouvait pas trop se blairer, en vrai. Mais on s'aimait beaucoup. Et maintenant, mes frères, c'est mes meilleurs amis, quoi. C'est mes gars sûrs. C'est mes gars sûrs. Et tu les vois beaucoup? Vous êtes complices? Ouais, on est très complices. On est très complices, on essaie de se voir... On essaie de se voir au moins 2 fois par mois. Oui, c'est mes meilleurs potes. Hein. Quand on dit frère, c'est vraiment, là, pour le coup, la fraternité, elle est visible. Et quand on nous voit tous les 3, on n'a pas beaucoup d'âge d'écart. Donc on est très... c'est marrant de nous voir tous les 3. On arrive à l'école, t'étais quel genre d'élève? Alors, gros dossier. C'est-à-dire? J'étais un élève... Quand tu dis à l'école, on parle de primaire, on parle de collège, ouais, on parle de... on englobe primaire, collège, ouais, lycée. Primaire, collège, lycée. Écoute, j'adorais l'école parce que je voyais mes copains. Mais j'étais quelqu'un d'assez turbulent en classe. Moi, mon truc à l'école, c'était j'aimais rire. Comme j'ai des grands problèmes j'ai du mal à rester sérieux
à un certain moment. Concentré? J'ai des gros problèmes de concentration. Donc l'école me faisait un petit peu chier. Mais je voyais mes potes, je faisais du sport à la récré, il me tardait les récrés. Et j'avais mon petit truc, c'est que j'arrivais pas à garder mon sérieux en cours. Donc j'avais des fous rires très fréquents. T'étais perturbateur. J'étais perturbateur, j'étais très perturbé aussi par le silence. Le sérieux en fait du cours faisait que j'avais très souvent des fous rires. Ouais. J'étais quelqu'un qui rigolait fort en cours. Un cours, si je pleurais pas de rire pendant un cours, c'est bizarre. J'ai riais en cours. Mais tu devais te faire beaucoup gronder, punir. Ouais, j'étais pas. Ouais. Je passais plus mes mercredis à aller en colle quand j'étais au lycée ou au collège que à être au foot avec mes potes. Ouais. Tu gardes malgré tout un bon souvenir de ta scolarité? Ouais, c'était mitigé. J'aimais bien parce que je pouvais faire de la musique, je pouvais à la fin des cours, moi quand j'étais à la récré, j'étais le troubadour de la bande et je prenais ma guitare, je jouais à la récré. Donc les profs me connaissaient comme ça, ils me connaissaient parce que je faisais de la musique, donc j'étais pas mauvais. À quel âge tu as commencé à faire de la musique à l'école? Au collège, en 6e, 5e. J'avais déjà ma guitare, je faisais déjà des chansons. À la fin des cours, par exemple, je faisais des chansons. Je prenais toujours ma guitare, j'étais le chanteur, quoi. C'était déjà comme ça qu'on te visualisait? Ouais, et puis on m'appelait déjà Tibbs, quoi. C'était très jeune, je faisais même des chansons sur mes potes ou sur mes profs, ou des trucs comme ça, tu vois. Si justement je te demande là, comme ça, spontanément, un souvenir d'écolier à nous partager, qu'est-ce qui te vient en tête? Le meilleur souvenir, je pense que c'était... En fait, j'ai séché un petit peu toute mon année de terminale, pendant l'année du bac. Très bien, ouais. Pour aller au CDI. Pour m'inscrire sur un site de financement participatif qui s'appelle My Major Company. Ok, ton premier album. Mon premier album a été financé comme ça. Et en fait, toute mon année terminale, je l'ai passé au CDI pour alimenter. C'était comme un réseau social, en fait. Et pour alimenter ce truc, faire des chansons, faire des posts et tout. Et puis, les gens pensaient que je séchais, que j'allais dehors faire des conneries. Mais non, j'étais au CDI, quoi. Et qu'est-ce que ça donne pour le bac, justement, l'année terminale, quand tu as la tête que sur cet album? Pour le bac, tu veux dire si j'ai eu mon bac? Ouais. J'ai eu mon bac, bien sûr, du premier coup. Un bac du premier coup. Je me souviens même de mon prof d'histoire qui était là quand j'ai eu mon bac. Il m'avait dit on le donne vraiment à n'importe qui, le bac. Sympa, merci. Mais j'étais trop content, moi, d'avoir mon bac. Et surtout, j'ai eu mon bac et j'ai eu à côté les 100 000 € de My Major Company. Ça m'a permis de partir à Paris et de produire mon premier album. Donc à ce moment-là, tu savais déjà que tu n'allais pas faire d'études supérieures? Oui, je savais direct, oui. Moi, je fais partie de cette catégorie de gens dont les parents ont dit direct tu passes ton bac et tu peux faire ce que tu veux après. C'est vrai? Ouais, bien sûr. C'était le deal avec tes parents? C'était le deal. Mais tu avais quand même une matière préférée dans laquelle t'excellais? Oui, j'ai eu la chance de faire théâtre au lycée, donc une option théâtre. C'était ma bulle d'air pendant les cours. C'était vraiment le théâtre, ouais. Parce qu'on pouvait être qui on voulait, on pouvait rigoler, on pouvait... Là, j'avais pas besoin d'être sérieux parce qu'il y avait aucun sérieux dans le théâtre et c'est ça qui me plaisait. Après, j'aimais beaucoup le français, j'aimais pas mal les langues, j'aimais bien l'anglais. Mais après, tout ce qui était scientifique... Ah oui, donc t'étais pas un mauvais élève. T'avais juste tes matières plus accessibles pour toi que d'autres. Ouais, bien sûr. Et puis, j'étais pas quelqu'un qui faisait mes devoirs, par exemple. Je comprenais pas le fait de faire des devoirs, de déjà rester 8 heures assis, écouter des cours et puis faire les devoirs après, c'était incompréhensible pour moi. C'est souvent quelque chose qui est mis en exergue dans cette émission. Les devoirs? Les devoirs, ouais. Le fait que tu vas à l'école et tu rentres à la maison et t'es encore à l'école, quoi. C'est horrible, ça. Enfin, pour moi, ça, c'était horrible. Et surtout, j'étais à l'internat, donc nous, on nous forçait. Ah, t'étais à l'internat? Oui, j'ai fait 4 ans d'internat. De quoi? De lycée. De lycée? J'ai redoublé ma seconde et ensuite, et pendant toutes mes années de C'était ta décision ou c'est tes parents qui te l'ont imposé? Non, c'est que j'habitais en campagne encore, donc j'habitais loin. Ah oui, d'accord. C'est même pas pour que tu travailles un peu mieux à l'école? Non. À l'internat, généralement, t'avais pas les meilleurs. Hein. C'est vrai? Non, on n'était pas... Oui, mais justement, on les met là pour qu'ils reviennent dans le droit chemin. Non, l'internat, chez nous, c'était un peu n'importe quoi. Hein. C'était pire, tu penses? Ouais, je pense. Et c'était juste pour des raisons géographiques, en fait? Exactement. C'était que j'habitais à 45 minutes de mon lycée, donc... Oui, tous les jours, c'est un peu compliqué. Tous les jours, prendre le bus à 6 heures, c'était chaud. Ouais. Alors aujourd'hui, tu es chanteur, mais est-ce que plus petit, il y avait un métier qui te faisait rêver autre? Ouais, carrément. Moi, je l'ai toujours d'ailleurs, j'ai une passion pour la cuisine.
Tu voulais être cuisinier? Ouais, être chef. Ouais. Je pense que j'aurais été un super chef. Mais un chef, tu vois, cool, pas à la Thierry Marx, pas vraiment l'excellence, mais juste en dessous. Vraiment chef dans une auberge, un truc, des plats familiaux et un truc assez cool, bon vivant, quoi. Tu peux encore garder cette idée en tête d'ouvrir un Ah, je l'ai restaurant? toujours. T'inquiète pas, je l'ai toujours. Elle est dans un coin de ma tête, c'est sûr. Moi, mon rêve, c'est de faire une guinguette ambulante. J'aimerais bien. Et puis me balader, et puis aller dans les villages un petit peu où il se passe pas grand-chose, et puis faire des petits événements comme ça. Et ça, c'est un projet que tu étudies réellement? Ouais, réellement, ouais. Parce que si tu... Et puis faire un financement participatif, pareil. Ouais. La musique, tu commences à quel âge? La musique, je commence à l'âge de, je pense, de 10 ans. Je commence Ouais. à, tâter un peu la guitare, quoi. Vers 9 ans, à mes 9-10 ans, mes parents se séparent et mon père me donne une guitare. Et en fait, le lien avec mon père, c'est cette guitare. Il jouait? Il était musicien? Ouais, il gratouillait un petit peu, tu vois. Il faisait des chansons le soir pour m'endormir. Et même, mon père a fait beaucoup de rugby et c'était celui qui chantait à la fin des matchs, tu vois, qui prenait la guitare, qui faisait rigoler ses potes. Et voilà, et j'avais ce lien avec mon père j'avais ce lien musical et ensuite ma mère se met avec quelqu'un qui faisait de la batterie, qui est encore aujourd'hui mon beau-père. Et lui m'a mis dans la musique aussi, ouais, fort. Et il y avait d'autres musiciens dans la famille ou il y a finalement avait que toi? Non, il y avait que moi. Mes parents ne sont pas forcément musiciens. Je sais pas pourquoi, ça m'est tombé comme ça sur le coin du museau. Et justement, à quel moment tu te dis je vais en faire mon métier? Ça, je pense que c'est au moment où, en fait, je décide de mettre des vidéos sur Internet, tu vois. En terminale, alors? Ouais, même un petit peu avant, seconde, première, j'ai travaillé l'été pour m'offrir un home studio. Et à ce moment-là, je commence un petit peu à découvrir les vidéos sur Internet, donc sur Dailymotion. Et je m'inscris sur Dailymotion et je mets mes premières vidéos sur Internet. Et je vois que ça prend un peu. Et puis, ça veut dire quoi, prend un peu? Ça correspond à quoi? Tu commences à mettre une vidéo sur Internet, tu as quelques milliers de vues d'un coup sur une vidéo, et puis d'un coup, t'as 100 000 vues sur une vidéo. Déjà, c'était énorme. Et tu deviens parrainé par Dailymotion, et puis tu continues à faire des vidéos. Et puis voilà, après, c'est comme j'allais dire c'est comme une drogue, mais pas du tout. C'est une habitude et c'est un plaisir à faire. Après, tu mets des vidéos tout le temps, quoi. Et t'en parles, il y a une particularité, c'est que toi, tu as financé ton premier album par le site de crowdfunding My Major Company. Yes. Est-ce que tu peux nous raconter concrètement? Concrètement, c'est un pote à moi un jour qui vient me voir au lycée, qui me dit que ça pourrait potentiellement être pour moi, ce truc-là, tu vois. C'est m'inscrire sur c'est comme un MySpace. Ouais. Et tu t'inscris dessus, et puis des gens comme toi et moi mettent de l'argent sur ta tronche parce que tu postes des chansons, tu postes des vidéos, tu postes plein de trucs. Et voilà, je me suis inscrit sur ce site-là en 2011. Et en un an, j'ai eu 100 000 euros pour faire un album. C'est ce que j'allais te demander, 100 000 euros? Ouais, il y a eu 100 000 euros et 1640 personnes qui ont contribué à mon premier album. Ouais. C'est énorme. Ouais, c'était énorme, c'était incroyable. C'était fou. Et puis là, t'es en terminale, donc la première fois que quelqu'un te donne 1000 euros, par exemple, parce que c'était à hauteur de 1000 euros, tu pouvais mettre 1000 euros maximum. Première fois que quelqu'un te donne 1000 euros, c'est assez étrange, la sensation. Ouais. Il y en a eu beaucoup qui ont mis 1000 euros? Il y en a eu, tu pouvais que en avoir 10 maximum. Ah oui? 10 personnes. C'est hyper réglementé dans la manière d'être financé. Ouais. Et cet album, tu vas mettre combien de temps à le sortir? Longtemps, parce que je connaissais rien à la musique, on nous apprend pas. Justement, on m'avait pas appris au lycée comment gérer une carrière, comment produire, comment réaliser de la musique, comment s'accompagner, qui allait voir. Donc j'avais un label qui m'avait signé. C'est ce que j'allais te dire, le label après, une fois que tu as 100 000 euros, le label te signe, mais tu sais pas quoi faire. Mais ils t'aident pas, ils t'orientent pas? Si, ils t'orientent, mais c'était pas... Il y avait beaucoup de monde à l'époque dans ce label-là, donc parce que beaucoup de gens s'étaient inscrits sur My Major Company. Et donc moi, je suis sorti du bac, je suis parti à Bayonne et je faisais
Je faisais un peu de café-concert, je faisais des concerts sur la plage, je me débrouillais, quoi. J'étais Joe la débrouille, quoi, après ma terminale. Et un jour, il y a mon label qui m'a dit, bon là, faut faire des titres, parce qu'on va pas rester comme ça à te regarder. Ils donnent pas un délai, justement, pour faire des titres? Là, j'ai eu un délai, j'ai eu un petit ultimatum, et puis on m'a dit de faire... C'était combien de temps? Je pense que, je sais pas, déjà on m'a présenté à des managers, on m'a présenté à des réalisateurs. Là, on a commencé à m'épauler un petit peu parce que j'avais un titre que la maison de disques aimait bien. C'était lequel? C'est un titre qui s'appelle On n'est pas bien là. D'accord. Et voilà, j'ai sorti ce titre en 2015 et j'ai fait mon premier clip en 2015. Ah oui, donc il s'est écoulé 4 ans quand même. Ouais, mon album est sorti en 2000. Mais tu vis de quoi à ce moment-là? Je vis de café-concert, je suis dealer. Non, je rigole. Pas du tout. De café-concert, de concert, quoi. Un peu au black et de débrouille, quoi. Ouais. Et c'est sur cet album qu'on retrouve le tube Nation? Exactement, ouais. Qui t'a fait connaître là, à ce moment-là, du grand public? Ouais. C'est le deuxième Ça titre sort que en tu 2016, ouais. Un an après, ok, d'accord. Ouais. C'est quoi l'histoire de cette chanson? Cette chanson, écoute, on est après les attentats, voilà, on sort d'une période horrible en France et moi j'avais qu'une seule lubie en tête, je voulais créer avec mes potes un espèce de collectif de super-héros de la musique, quoi, qui s'appellerait Nation. Parce que je vis en ce moment entre Bordeaux et Nation, justement à Paris. Et je voulais faire le premier titre de ce potentiel groupe qui s'appelle Nation. Et en fait, en le proposant à ma maison de disques, en le faisant écouter, ils m'ont dit que voilà, il fallait que je prenne ce titre-là, donc j'ai pris ce titre-là. Ça sort vraiment d'une soirée banale entre potes où on fait bah vas-y, moi je viens du sud-ouest, toi tu viens du nord, on est la nation, quoi. Et à ce moment-là, tu te dis quoi? Tu sens que... Je sens que c'est un bon titre, ça c'est sûr. Je sens que c'est un potentiel tube. Je sens que le refrain est très très fort. Parce que je le joue, je le teste. Et je sais que les gens aiment bien ce titre. Il rentre fort dans la tête et c'est dur de s'en défaire. Et puis il est fort de sens. Et puis j'aime le chanter. Donc je sens que ça peut potentiellement être très fort. Et puis à un moment, ça s'emballe. Ça devient... le premier morceau du 14 juillet, Tour Eiffel, enfin ça part dans tous les sens, ça part en outre-Atlantique, donc c'est un morceau qui me dépasse un petit peu. Et voilà, oui, c'est un morceau qui m'a un peu dépassé. Est-ce qu'à ce moment-là, tu gardes encore les pieds sur terre? Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr, je garde. Parce que en fait, c'est qu'un morceau, et moi, c'est pas la finalité de ma carrière. Et puis, comme c'est un morceau qui m'a dépassé, en fait, on connaît pas ma tronche, tout le monde connaît le morceau. Personne ne sait que c'est moi qui a fait ce morceau. Bon, si tu le veux bien, on va attaquer la dernière partie de l'émission, celle consacrée à l'école. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'on devrait améliorer au sein de l'école française? Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer au sein de l'école? Non, déjà, mais je pense que c'est même dans l'éducation, je pense un peu plus préparé à la vie d'adulte. Au lycée, on m'a jamais parlé comme un adulte. On m'a toujours parlé comme un enfant qui devait apprendre des cours. Et je pense un petit peu plus tu vois, préparé à la vie d'adulte, quoi. Préparé à comment garder son argent, comment parler aux gens, même apprendre un petit peu plus la civilité, comment bien se tenir, comment dire merci, prendre un peu plus de respect, je sais pas. Des trucs qui sont hors scolaire, je pense. Il y a pas un espèce de... Mais qui devrait être appris dans la famille, finalement. Ouais, dans la famille. Et puis même à l'école, je sais pas, un mec cool qui arrive et qui explique un peu les trucs, les civilités, quoi. L'école de demain, tu la vois comment? Je la vois comme School TV. Je la vois tout un énorme fond vert. Oui. Avec des robots comme ça qui se baladent un petit peu partout. Et non, et l'école de demain, je la vois comment? Je la vois un peu futuriste, hein, j'avoue. Je la vois comme maintenant, je sais pas comment ça se passe, mais il y a beaucoup d'écrans, il y a beaucoup de... Tu la vois avec encore plus d'écrans? Ouais, je pense que ça va être... Ouais, il va y avoir des écrans partout, c'est sûr. Des énormes écrans en 360. Tu trouves qu'on donne une place suffisante à la musique, à l'école? Non, bien sûr que non. J'ai eu des profs de musique en plus qui étaient pas dingues. J'ai eu un prof de musique... Salut les profs de musique, ouais, pas salut, les profs. Non, en plus, prof de musique, c'est incroyable parce que tu as vraiment une liberté, tu peux faire ce que tu veux.
quand tu es prof de musique. Moi, j'ai eu un prof de musique incroyable en 3e, quelqu'un qui s'appelle Monsieur Rosé, et je t'embrasse, Monsieur Rosé. C'est un gars qui arrivait avec un camion, un petit camion rempli de percussions. Ah oui, quand même. Et donc on se mettait tous en rond, et déjà on discutait. Déjà on disait comment ça va aujourd'hui, comment ça va dans vos vies, et chacun disait bah moi ça va. Et ensuite on prenait les percus, et puis il nous apprenait des trucs de percus. Mais c'était un moment d'échange incroyable. Et ça, moi, ça m'a vraiment appris beaucoup de choses dans la vie et dans la musique. Mais sinon, après, les cours chiants de solfège, t'as la moitié de la classe, je pense, qui n'écoute pas, c'est sûr. Toi qui as commencé tout seul, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux jeunes artistes qui rêvent de percer et de se faire un nom? C'est déjà de bien bosser sa voix, de bien bosser sa guitare, d'étudier un peu ce que je n'ai pas fait, comment gérer son argent. Parce que c'est très important finalement dans la musique, ça. De bien s'entourer. Et si quelqu'un te dit ouais, c'est pas pour toi, faut vraiment l'écouter, c'est pas pour toi la musique. Quoi? C'est vrai. Mais qui est ce quelqu'un? N'importe qui peut dire c'est pas pour toi. S'il y a plusieurs avis, si des gens te disent c'est pas pour toi. Mais c'est qui ces gens-là? Mais tu sais, il y a toujours des gens autour de toi, dans ta famille ou des trucs comme ça. Moi, on me l'a jamais fait, mais je pense qu'on est chacun fait pour quelque chose. Oui, mais qui peut juger de ce qui est fait pour toi ou pas? Mais plein de gens. Plein de gens autour de toi, je sais pas, ta tante ou un oncle. S'il te dit c'est pas pour toi, faut arrêter. Alors moi, je suis pas le mec qui va dire si t'as un rêve, il faut que t'ailles à fond dedans et tout. Il y a plein de trucs à faire, il y a plein de trucs bien à faire. Et si non, voilà, peut-être que j'ai dit une connerie là. Non, c'est ton avis. Non, je pense que vraiment, parce que la musique, finalement, aujourd'hui, c'est très dur. C'est très dur, il y a beaucoup de monde qui peuvent faire de la musique. Moi, maintenant, je conseillerais aux jeunes qui veulent faire de la musique, d'en faire, ça c'est cool. Mais il faut savoir que maintenant, c'est un métier, c'est très dur. Même pour moi, c'est très dur. Même pour tout le monde, c'est super dur parce qu'on n'est plus que musicien maintenant. On doit être sur les réseaux à fond, on doit toujours montrer notre tronche. Alors qu'à la base, la musique, c'est pas ça. La musique, moi, j'étais inspiré par les gens un peu mystérieux et un petit peu... et très musiciens, et très chanteurs, et qui connaissent la musique. Maintenant, la musique, il y a plein de gens qui connaissent pas la musique. Et qui font de la musique. Moi, je conseillerais aux jeunes qui savent faire de la musique de faire de la musique. Mais ceux qui savent pas en faire, il faut pas en faire. Bon, c'était un peu violent. Et c'est comme ça qu'on va se quitter, Tibbs, en plus. Excusez-moi, après, je suis quelqu'un de très gentil, normalement. C'est la fin de l'émission, voilà. Ouais. Voilà, il fera combien à Grenoble demain? On peut mettre un truc météo, là? Mais on voit pas, nous, on voit un beau départ. Ça, c'est la magie de la télé. J'adore la télé. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Ouais, et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écolier sur School TV.